Le feu, la nuit, le harcèlement individuel des forces de l'ordre, ça n'est pas la manifestation collective, ce n'est pas les barricades, c'est pas l'utilisation de la lumière et du jour. Enfin, on voit bien qu'il y a, par rapport à tous les modes d'action, y compris violents du 19e et du 20e siècle, il y a une rupture. Il y a même une rupture avec les modes opératoires de 68. De ce point de vue-là, les événements de 68, c'est des événements à l'ancienne. Toute l'actualité donc dans le Midi 2. Bonjour Lucie Akoun. Bonjour. On va parler politique un peu à 13h30 sur le Move. On vient d'entendre Alain Berthaud que vous avez rencontré. Il est anthropologue et professeur à Paris 8 Saint-Denis. Pourquoi être allé lui rendre visite, Lucie? Parce que depuis une dizaine d'années, des événements arrivent en France, en Allemagne, mais aussi en Grèce, en Chine, aux États-Unis, en Iran, en Colombie, partout pour ainsi dire, et que ces événements, on a du mal à les comprendre, à les cerner. En France, on dira émeute, en anglais, on dira riots, en espagnol, disturbios, et en arabe, charaba. Mais en fait, ce mot d'émeute, c'est avant tout la marque d'une révolte, d'une colère et d'une défiance, pour ne pas dire d'une extériorité vis-à-vis du monde politique. Et ces émeutes, en fait, aussi sporadiques que violentes, gardent une part d'invisibilité d'autant plus grande qu'elles s'effectuent dans un corps à corps où le silence des mots règne. Décryptage donc aujourd'hui de ce phénomène mondial qui, contrairement à ce que certains ont pu penser en France en 2005, n'est pas la marque d'une proto-politique, au sens où l'émeute serait la figure un peu archaïque de la politique, mais bien celle d'une post-politique, pour reprendre les mots d'Alain Berthaud, d'une remise en cause des modes traditionnels de représentation. En cela, l'émeute échappe encore largement à nos cadres d'analyse. Il ne faut pas essayer de la définir. Voilà. Il y a quelque chose d'inattendu, y compris souvent pour les participants, de non planifié, et qui ne débouche pas toujours sur une suite et qui va réapparaître après. Alors ce qui est tout à fait nouveau et impressionnant dans ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, en Libye, mais qui continue à se passer à Oman, à Bahreïn, en Jordanie, au Yémen, au Maroc, et même en Algérie en ce moment, c'est que pour la première fois depuis le début de cette séquence d'une dizaine d'années que j'appelle le temps des émeutes, ces mouvements ont pris une ampleur nationale et ont été en mesure de faire bouger le système institutionnel, faire bouger l'État. Je n'emploie pas le terme de révolution parce qu'on voit bien ce qui s'est passé en Tunisie ou en Égypte. C'est la conjonction d'un soulèvement populaire qui part comme une émeute classique, je dirais, à Sidi Bouzid de Mohamed Bouazizi. Il s'immole par le feu parce que c'est un jeune diplômé, chômeur, qui a été persécuté par la police. Voilà. Il y en a eu d'autres des émeutes. Celle-ci, elle met le feu aux poudres. Bon. Ce sont des émeutes qui deviennent des soulèvements nationaux, mais qui ne prennent pas le pouvoir. Et à un moment donné, il y a un coup d'État militaire, dans les deux cas, qui ouvre la possibilité, la promesse d'une démocratisation. Nous verrons la suite. Et ça ne veut pas dire que les émeutes s'arrêtent. D'ailleurs, il continue à y en avoir en Tunisie, il continue à y en avoir en Égypte. Et on voit bien que quand il n'y a pas le coup d'État militaire, c'est-à-dire quand l'armée ne prend pas la responsabilité d'une continuité de l'État et d'un changement de régime, comme en Libye, c'est le drame total. Donc il y a à la fois quelque chose de tout à fait étonnant parce que ça débouche sur une transformation de l'État, mais on voit bien qu'on ne revient pas non plus dans les schémas anciens. Ça reste la prolongation de la période que nous sommes en train de vivre. Alors quand en Algérie, ma foi, l'État évolue doucement, on enlève l'état d'urgence, il y a des choses qui se transforment, et bien les émeutes sont très nombreuses, mais ça ne devient pas un mouvement national. Voilà. Mais il y a aussi beaucoup d'émeutes en Algérie en ce moment, on n'en parle pas, parce qu'on n'a pas branché la caméra dessus. Il y a eu aussi des émeutes en Chine, elles ont été rudement réprimées. Alors, si les émeutes peuvent être freinées, selon vous, est-ce qu'on peut les stopper? En fait, à vrai dire, on voit bien que les mesures d'intimidation et de répression mises en place par les régimes dirigeants du monde entier visent à stopper toute insurrection, mais plus encore à la propagation de cette insurrection. Et pourtant, tout laisse à penser que ces actions, par leur ampleur, leur diversité, leur étendue géographique, ne peuvent pas être ainsi endiguées. En un sens, on a envie de dire que cette répression accrue ne fait que retarder et exacerber les tensions déjà manifestes. Est-ce que ça veut dire, Lucie, qu'il y a une sorte de, au-delà des particularités locales ou nationales, une sorte de, mondialisation de la colère? Oui, en fait, il est clair que par-delà les cadres géopolitiques propres à chaque pays, ces révoltes partagent un certain nombre de points communs, et notamment celui de nous convier à repenser le sens même de la politique. Si par le passé, celle-ci a pu en effet officier en tant qu'intermédiaire entre la société et l'État, il semblerait qu'aujourd'hui, un nouveau champ s'ouvre et Alain Berthaud continue d'en prendre la mesure. L'organisation est uniquement axée sur l'action parce que, au fond, sur le pourquoi de l'action,
il y a un consensus, on se reconnaît assez facilement. Et on a beaucoup parlé de Twitter et de Facebook pour tous les événements qui ont eu lieu ces derniers temps et l'importance que ça a eu. Je pense que ces instruments techniques, la jeunesse les a croisés d'autant plus facilement qu'elle avait commencé déjà à faire un peu comme ça avant. C'est-à-dire, en 2006, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter. Il y avait les SMS. Ça paraît un petit peu de la préhistoire maintenant par rapport aux nouveaux moyens, mais c'était le même esprit, c'est-à-dire on ne passe pas par les formes d'organisation des aînés, on ne passe pas par les formes d'organisation habituelles, on se donne rendez-vous pour agir, on agit ensemble, comme s'il y avait effectivement une sorte de partage déjà dans ce qu'on revendique, dans ce qu'on veut faire, et qu'il n'y a pas besoin ça ne se discute pas. Cette sorte de jouissance, à un moment donné, de se dire on peut faire des choses ensemble, on peut être fort, on peut être présent dans la rue, dans l'espace public, sans qu'on nous ait convoqué, sans qu'on nous ait organisé, sans qu'on ait eu besoin d'un monde institutionnel qui passe quand même son temps à faire la leçon à la jeunesse et à lui imposer la discipline plutôt qu'à lui ouvrir un avenir. Visiblement, il y a le dispositif politique qui nous a servi, qui a servi à des conflits, à des luttes sociales, à des transformations de l'État pendant 2 siècles, et qui articulait les partis politiques, la place du pouvoir comme instrument de changement de la société. Toute cette représentation et ces pratiques de la politique sont closes. Voilà, ça ne marche plus. C'est maintenant enfermé dans un espace institutionnel qui est un peu autiste, qui n'entend pas ce qui se passe à l'extérieur de lui. Et donc, ce désir d'avenir, ce désir de solidarité, ce désir de transformation, cette exigence du réel, eh bien, pour l'instant, se cherche des voies. Et visiblement, ça n'est pas la voie de la prise du pouvoir. Parce qu'on a quand même pensé pendant 2 siècles, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, etc., on pensait que c'était en prenant l'État, soit par les barricades, soit par les élections, qu'on allait changer la société. Visiblement, la génération qui est au cœur des soulèvements d'aujourd'hui ne pense pas la même chose. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des exigences, et des exigences très précises, y compris sur qui doit les gouverner. Comme on l'a vu en Tunisie, sans se décourager, jour après jour, la jeunesse tunisienne a exigé la démission d'un Premier ministre qui a fini par démissionner, effectivement. Donc il y a des exigences sur la façon dont l'État doit être gouverné, la façon dont l'État doit respecter tout le monde, dont il doit prendre en compte tout le monde. Ça, c'est une très grande question aujourd'hui dans le monde entier. Mais sans vouloir forcément dire, puisque vous n'y arrivez pas, on va le faire à votre place. Non, non, non. Vous êtes à votre place, vous êtes là, et vous écoutez ce qu'on a à vous dire. C'est comme ça que ça marche. Alain Berthaud, donc votre interlocuteur, Lucie, on peut peut-être rappeler, il a un site internet? Oui, exactement, berthaudalain.wordpress.com. Chaque jour, il recense sur son site les émeutes qui surviennent dans le monde entier. Celles-ci, vous savez, bien sûr, sont souvent filmées et les vidéos en sont alors disponibles. Et puis il y a ce livre qui s'appelle Le temps des émeutes, qui est paru chez Bayard et qui évidemment permet d'aller beaucoup plus loin et d'écouter ce qu'Alain Berthaud nous raconte sur ce sujet. Exactement. Merci beaucoup, Lucie Akoun. Dans quelques instants, changement de registre, comme chaque jour dans ce Midi 2. Émilie Mazoyer, l'album culte du jour.